dans Le Feu au cœur, votre podcast qui parle de sexualité, d'amour, des relations. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me paraît très important, le parcours PMA. Ce qui induit pour le couple et pour une femme beaucoup de choses pas forcément évidentes. Et je suis très heureuse de le faire avec Audrey. Pour te présenter, Audrey Giacomini, actrice, mannequin franco-vietnamienne. Depuis quelques années, tu es également céramiste. Ouais. Et tu es en couple, maman d'un petit garçon de 2 mois. Mais pour construire cette famille, il aura fallu passer par des épreuves très, très difficiles. Je pense que ta parole peut aider beaucoup de couples et de femmes. C'est un sujet où il y a l'air de rien pas mal de tabous. Donc ça va Audrey ? Oui, ça va très bien, merci. Je suis trop contente que tu sois ici. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri ? Alors, ça fait pas si longtemps que ça va faire 4 ans bientôt. Ouais. Mais on se connaît depuis une bonne quinzaine d'années, voire plus maintenant. Ah oui. Ouais. On était amis avant, on était même très amis puisque j'étais à son mariage. Ah, mais non, c'est pas vrai. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais oui, c'était un très bon ami, j'étais à son mariage. Et en fait, on s'est mis ensemble il y a presque 4 ans maintenant. Ok. Je tiens à préciser quand même que je n'ai rien à voir avec la séparation. Okay. Quand je dis j'étais au mariage, ils font mais qu'est-ce que t'as fait au mariage ? Non, j'étais sur autre chose au mariage. D'ailleurs, c'est souvent la blague entre nous. Il fait mais quand je pense que t'embrasses un autre mec à mon mariage, je fais quand je pense que tu te mariais à ton mariage. T'es venue en couple toi ? Non, j'étais pas vraiment en couple. Enfin bref. Voilà, c'est un mariage, on sait ce qui se passe au mariage. J'adore. J'ai l'impression parfois il y a des choses comme ça qui sont prévues dans la vie. Tu sais pas, qui commencent et qui arrivent à quelque chose. J'ai posté un soir une photo d'une plante chez moi qui avait poussé en forme de cœur. Ok. Et je me disais est-ce que je la poste, est-ce que je la poste pas, je poste un peu gnangnan, mais pourquoi pas, ça me plaît, vas-y, je la poste. Okay. Et quelques instants après, Guillaume, mon mec, me répond et il me dit mais c'est fou à quel point parfois les images peuvent résonner en soi. Là, ce que tu viens de penser, ça me fait trop bizarre. Je fais mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit figure-toi que ma femme vient de me larguer. Et là, je fais mais non, enfin ça fait 1 an que vous êtes mariés. Enfin, je fais mais comment ça va ? Comment tu te sens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il me raconte la rupture qui s'est vraiment passée d'une seconde à l'autre. Après, c'est son histoire et c'est l'histoire de son ex, donc je vais pas rentrer dans les détails. Donc je fais mais attends, et c'était mon ami et je sentais qu'il était pas bien. Je fais mais attends, mais on se voit. Enfin, est-ce que tu as besoin de venir chez moi ? Est-ce que tu veux que je vienne chez toi ? Mais tu peux pas rester tout seul dans un moment comme ça, c'est horrible. Ouais. Donc je vais chez lui et puis on parle et on a parlé 6 heures en fait. On a parlé. Okay. Et voilà. Et puis après, je suis rentrée chez moi normal. Enfin, je me disais le pauvre, c'est horrible. Et voilà. Et en fait, le lendemain, je lui envoie un message parce que les lendemains de rupture, on sait bien que c'est c'est un peu les pires. Quand tu te réveilles, tu fais bon, je vais devoir revivre encore une journée avec toute cette tristesse. Donc je lui envoie un message. Je fais comment tu te sens ce matin ? Il me dit mal. Enfin voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, on s'est parlé. Et on n'a pas arrêté de se parler. Ouais. Et par hasard, il habite pas loin de mon atelier. Ouais. Donc à un moment j'étais fatiguée, je lui ai fait une pause, on se parlait, il fait si tu veux viens à la maison, on regarde un film. Ouais. Je suis OK, je vais chez lui, on regarde un film et je repars, mais toujours en toute amitié, vraiment c'était vraiment en toute amitié, il y avait rien de... Et un soir, il m'envoie une photo, il me fait voilà, j'ai fait mes premières courses de célibataire et c'était du sel et des compotes. Oh non. Je fais c'est pas possible, viens à la maison, j'ai fait à manger, il faut que tu manges, c'est pas possible. Okay. Et toujours en toute amitié, vraiment, c'était et j'avais déjà fait ça pour des potes aussi, viens à la maison, on joue à la console, on joue à des bières, on fait comme ça. Aucune idée derrière. Aucune idée derrière, c'était mon pote et je voulais qu'il aille bien parce que c'était horrible ce qui lui arrivait. Ouais. Et à un moment je fais vas-y, si tu veux que je te lise les cartes parce que je lis parfois un peu les cartes. Ah, intéressant ça. Et on fait un tirage. Et la première carte, je lui dis la première carte, c'est la situation dans laquelle tu es, tout ça, c'est la carte de la libération. Okay. Je fais tiens peut-être voilà la libération, donc je lis et j'allais vite là-dessus, mais le moment de la carte des sentiments, c'était la première phrase qui décrivait cette carte, c'était il y a de l'amour dans l'air. Ah, c'est drôle ça. Et d'un coup ça me fait bizarre. Ouais. Je fais mais attends, c'est quoi ça ? Et je le regarde et je vois qu'il rougit et je fais mais c'est bizarre. Et tout ce que je lisais, c'était vous êtes arrivé au bout d'un chemin qui
qui devait s'achever pour arriver maintenant à quelque chose d'évident et de clair qui vous apportera sur une vie de bonheur et tout ça. Ouais. Et il y a eu un petit blanc, tu sais, comme ça m'a un peu perturbée. Je sentais qu'il était un peu perturbé aussi. Je fais, mais attends, non, c'est trop bizarre. Il est encore marié, c'est mon ami, il s'est jamais rien passé. Récent, et surtout, enfin, ça fait 15 ans qu'on est potes et il y a jamais rien eu de, même pas un petit regard ou quoi. Tu l'avais jamais considéré comme potentiel et lui non plus. Pareil, vraiment, on a toujours été amis. Ouais. Et là voilà, et puis il part, il fait bon je vais rentrer, il part chez lui et puis à la fin on se faisait tout le temps des hugs plus que la bise et là c'est le hug qui a duré 1 seconde de plus, tu sais. Ah ouais. Ce moment où tu dis je suis bien. Je suis bien. Ouais. C'est ça, je suis bien, c'est... Alors là, c'était pas simple, parce qu'effectivement, elle était toujours mariée. Bah ouais, c'est ça. Et il y a ce truc, c'est hyper récent, ça faisait même pas 2 semaines qu'elle était partie. Tu dis, peut-être qu'elle va revenir, peut-être que lui va vouloir revenir. Et je veux pas me mettre dans une histoire comme ça, parce que j'avais beaucoup de problèmes avec mes anciennes histoires, c'était souvent des choses comme ça. Donc j'ai dit, non, calme-toi, c'est rien. Ouais. Et bref, et puis en fait, la semaine d'après, je devais passer dîner chez lui et partir le soir parce que j'avais un shooting plus loin à Nantes le week-end. Okay. Et le soir même, il m'annule le shooting. Et je fais, finalement, j'ai rien à faire. Il fait, moi non plus. Je fais, ok. Il fait, ça te dit qu'on reste ensemble jusqu'à ce que l'un de nous deux ait un truc à faire? Ok. Je fais, ouais, ok. Ok. C'est bien tourné. J'aime bien. Non, il a toujours des très belles phrases. Et voilà. Et puis, en fait, on s'est mis ensemble pendant ce week-end-là. Ah ouais, c'est fou. Et c'était trop mignon parce qu'il était, je l'ai laissé un peu faire parce que moi, je voulais pas forcer quoi que ce soit. Tu t'es dit, c'est de son fait à lui quand il est prêt. Ouais. C'est ça. Je comprends. Et il disait, mais je sais pas, enfin, ce qui se passe parce que je suis bien quand je suis avec toi et quand t'es pas là, t'es trop loin et est-ce qu'on peut juste se tenir la main? Oh mais non, c'est adorable. Ah c'est trop mignon. Ouais. Et voilà, il m'a dit, je veux juste savoir si c'est réciproque. Ouais. Et je lui ai pris la main et j'ai dit, oui, c'est réciproque. En quelques rendez-vous, en fait, t'as senti qu'il y avait un truc qui avait changé et tu le regardais différemment. Ouais. Et lui aussi. Et lui aussi, ouais. On était bien quand on était ensemble et c'était évident que c'était bien. Et puis comme on a été amis pendant toutes ces années, il n'y avait pas de secret, il n'y avait pas de séduction, tu vois, il n'y a pas eu la phase de séduction. Ouais. Il n'y a pas ce truc où je me survends. Exactement. Toi non plus. Quand je suis venue le voir le soir, le premier soir, il était en jogging avec de la morvonnée. Et moi, j'allais me coucher, donc je suis venue pareil en pyjama. Est-ce que ça va? On n'était pas apprêtés, ni en train d'essayer de se vendre. C'était vraiment en toute amitié, brute comme on est. Et c'est ça qui fait que... Enfin, ça a toujours été comme ça, en fait, tous les deux. Ça a toujours été très honnête. D'ailleurs, quand on s'est mis ensemble ce soir-là. Et après je lui dis 4 jours après si tu veux, on peut partir un week-end, j'ai une cousine qui a une maison sur une île, on peut y aller. Voilà. Donc on est parti là-bas et le soir même il m'a dit mais est-ce que toi tu veux des enfants? Ah, assez rapidement, en fait, vous en avez parlé. Au bout de 4 jours. Ouais. Ah, la vache! Au bout de 4 jours. Mais ta vie, elle a changé en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Enfin, c'est dingue. Ah, vraiment. Ok. Ouais. Et je fais, oui, moi, j'en veux depuis toujours. Depuis que j'ai 3 ans, je sais que je veux au moins un enfant, que je veux un fils, que je veux l'appeler, à la base, je voulais l'appeler Quentin, mais bon, il y a eu un petit veto sur le prénom. Okay. Et, moi, je veux des enfants. Et puis, lui, il voulait des enfants aussi. Et, lui, il était déjà en parcours PMA depuis 7 ans avec son ex-femme. Ouais. Et voilà, donc... Ok, donc il en connaissait un rayon sur le sujet, quoi. Ouais, il connaissait beaucoup dessus, il savait ce que c'était et s'est dit, peut-être que je vais avoir une chance d'avoir un enfant avec elle. Donc on s'est très vite installés ensemble. Parce que en fait on était toujours l'un chez l'autre et on pouvait pas se passer l'un de l'autre. Du coup on a emménagé ensemble tout de suite. Ok. Et au bout d'un moment, peut-être un peu moins d'1 an, on a commencé à se dire essayons de commencer à voir ce que ça donne. Ouais.
Et au bout d'un an, moi je me suis dit mais ça commence à faire long quand même. T'essayes d'avoir un enfant avec lui de manière naturelle et ça marche pas. Et ça marche pas. Ouais. Ça marche pas et au bout d'un an ça commence à quand t'attends ça et puis c'est tous les mois, tu vois tes règles arriver, t'es là ça a pas marché. Et après ça commence à être tu commences à compter tes cycles et ça devient un peu la pression dans un couple. Ah, je comprends. Je me souviens que tu avais fait un post où tu avais sorti une phrase qui était très intéressante, où tu avais dit que dans ta tête, tu pensais que ça allait être facile, évident, et que physiquement, en fait, ton corps, il a pas suivi. Ouais. Et que tu t'attendais pas que ça soit ça, en fait. Vraiment pas. À aucun moment, je me suis dit, je vais passer par la case PMA. C'était même pas envisageable pour moi parce que, j'ai aucun problème gynécologique, j'avais mes cycles réguliers, toute ma famille, ils ont tous des enfants, tout ça, donc tu te dis pas, va y avoir un problème, ça va bloquer. Et après tu dis bon, je suis un peu âgée parce que là j'ai 38 ans, peut-être ça, mais tu sais on pas. parle souvent du cap des 35 ans. Oui. Oui, parce que c'est l'âge, je crois, jusqu'auquel tu es remboursé pour faire une réserve ovarienne. Ah oui. Ouais. Ah ouais, donc si on veut le faire, c'est avant 35 ans. Tu peux le faire après, mais c'est pas pris en charge par la Sécu. Ça doit être cher. Voilà, je t'avoue, c'est quand même un budget et puis voilà. Enfin, on n'y pense pas forcément en fait. Pas du tout, parce que déjà il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Alors pour expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que j'avais une faible réserve ovarienne. D'accord. J'ai une réserve ovarienne d'une femme qui est quasiment ménopausée. Enfin, et ça tu peux pas le savoir si tu fais pas d'examen. Ouais, comment savoir? Et aussi beaucoup de femmes ne savent pas que et d'hommes ne savent pas que on est avec une réserve ovarienne, avec des ovules. Et on les perd donc tous les mois quand on a nos règles. Oui. Et l'ovule, c'est la seule cellule du corps humain qui ne se renouvelle pas. Contrairement aux spermatozoïdes où tu en as toute ta vie quasiment pour les hommes. C'est pour ça que ils ont l'andropause, mais ils sont jamais vraiment stériles. Jusqu'à la fin de leur vie, ils peuvent avoir des enfants. Ouais, c'est ça. Et au moins ils ont des cellules qui se renouvellent. Nous, c'est quand c'est fini, c'est fini, c'est ménopause et salut. Plus de réserve, quoi. Non. Ouais. Donc on s'est rendu compte de ça, que lui ses résultats n'étaient pas très bons non plus. Et du coup j'ai. En fait, c'était tous les deux. Ça aurait pu marcher, mais j'avais plus le temps. En fait. J'avais plus le temps. Pas le temps d'attendre. D'essayer. En fait. Non. C'est pour ça que quand j'étais à mon centre de PMA, qui a été vraiment génial. Quand je suis arrivée toute seule et je sais plus comment elles m'ont dit ça, mais à l'accueil elles m'ont demandé, je sais plus comment elles l'ont formulé, mais en tout cas c'était en gros, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai même pas précisé si j'étais célibataire, si j'étais lesbienne, si j'étais quoi que ce soit. Mais je me suis sentie accueillie pour ma personne, sans jugement de comment je voulais faire mon enfant. C'est bien ça. Ouais, c'était vraiment très bien. Donc tout de suite, je me suis sentie bien là-bas. Et vous l'avez vécu comment, l'un comme l'autre ça a fait des tensions dans le couple ça a été un peu dur parce que du coup, lui, se replonger dans le parcours PMA, c'est ça, après toutes ces années... Vraiment, il voulait pas se replonger dedans. Ce que je peux totalement comprendre. Vraiment, je le comprenais totalement, mais lui comprenait aussi que moi, du coup, si on le faisait pas, j'avais même pas ma chance. Oui. Donc on était sur une balance assez dure. De c'est dur pour toi, mais c'est dur pour moi aussi. Ouais, c'est ça. Et moi, je veux vraiment un enfant, et je savais pertinemment au fond de moi que j'allais avoir mon enfant. Ouais. Ah ouais, t'étais sûre. J'étais sûre que j'allais l'avoir. J'étais sûre. Je comprenais que ce soit dur pour lui. Ouais, je comprends, ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'il est pas venu au premier rendez-vous. Et après, ça se passe comment une fois qu'on décide, on va se faire aider médicalement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait Alors, on a rendez-vous avec une gynécologue. Ok. Moi, j'ai pas été dans une maternité, c'était dans un centre privé directement. Je sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est ma généraliste qui m'avait conseillé quelque chose de près de la maison parce qu'on a quand même pas mal d'examens à faire. D'accord. Donc il faut que ce soit trop loin pour que ce soit facile d'accès pour pouvoir y aller régulièrement. Donc on a vu que effectivement j'avais une très faible réserve ovarienne, qu'on n'avait pas de temps à perdre, et c'est pour ça que nous on nous a proposé tout de suite de faire une FIV qu'on appelle ICSI. Ok. Alors souvent t'as plusieurs stades dans la PMA.
t'as la fécondation, Ouais. qui en fait ils prennent le sperme et ils te l'injectent comme un rapport sexuel, mais sauf que c'est ils plus ont mécanique. c'est plus mécanique. Ouais. Ils ont exactement quel jour t'ovules exactement, tout ça. Ouais. C'est très médicalisé. T'as après t'as encore plein d'autres. J'ai appris qu'il y en avait d'autres, mais t'as la FIV classique, qui en fait ils te prélèvent tes ovules, et ils prennent le sperme de ton du donneur de sperme, et ils mettent ensemble dans un en éprouvette. Et puis ça se féconde tout seul. Et la FIV XI, c'est ils prennent directement le spermatozoïde et ils le mettent dans l'ovule. D'accord. Donc consentement zéro. Ouais, c'est ça. Désolée, c'est ça. Allons-y. Mais voilà, c'est quand les spermatozoïdes sont un peu faibles, ils le mettent directement. Enfin, ils en sélectionnent un bon quand même, mais qui aurait eu du mal à trouver, et ils le mettent directement dans l'ovule. Et il n'y avait pas, entre guillemets, des risques d'une grossesse gémellaire ou Alors ça, il n'y a pas de risque. Parce que tu le sais, ils te le disent directement. En fait, t'as différentes catégories de qualité d'embryon. Ouais. Et quand la qualité n'est pas très bonne, ils te proposent d'en mettre 2. Mais ils te le proposent. Vraiment, ils te le disent, et ils mettent pas comme ça. Et je crois qu'en France, ils ont pas le droit d'en mettre plus que 2. Ah, ok, d'accord. Ce qui est pas mal, parce que tu vois, aux États-Unis et tout, ils se retrouvent avec beaucoup de jumeaux, avec des quantités d'enfants à la fois, parce que ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher, donc ils font en une fois, ils en mettent un maximum. Alors qu'en France, je sais même plus combien c'est, à combien d'essais tu as droit. Je crois que c'est 5, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Et comme c'est remboursé quand même en partie, au moins tu peux. C'est pas remboursé à 100%. Ça dépend de ce que tu fais, Ouais, toi, t'étais remboursée. Je t'avoue, j'ai pas tout regardé parce que c'était, je voulais pas m'embêter avec ça. Donc nous, on nous propose de faire une FIV XI. Ok. Ouais. Donc il faut quand même faire tous les examens avant, faire une fibroscopie, une hystéroscopie, voir si tes trompes sont pas bouchées, voir comment est ton endomètre, voir si tout va bien. Batterie d'examen, en fait, on examine tout. On regarde tout chez toi, chez ton mec. T'as des prises de sang de tout, et donc on se lance dans la FIV XI avec mon mec, voilà. Moi, j'avais regardé, j'étais tombée sur un vlog d'une Instagrammeuse, je sais pas comment on dit, ou youtubeuse, qui avait tout documenté, tout son parcours PMA. Ah, bien. Et ça m'a tellement aidée, vraiment. C'était ton journal de bord, c'était, et puis même de voir, parce qu'elle, ça a été très long. Elle filmait quand elle revoyait ses résultats, elle filmait toutes ses piqûres, elle filmait tous ses rendez-vous. Et vraiment, ça peut paraître bizarre de faire ça, mais ça aide tellement. Tu t'étais pas face à l'inconnu de dire mais comment j'aime piquer. Alors oui, il y a des vidéos pour t'expliquer comment tu peux faire chez toi et tout, mais de le voir vraiment, parce que là elle se pique vraiment, elle dit ce qui se passe, si elle a mal, si tout ça. Je sais que dans sa vidéo à un moment, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait sa dernière piqûre, parce que dans l'état du truc, elle avait jeté la dernière et elle avait été la retrouver dans la benne à poubelle et tout. Et les piqûres, c'est pour faire augmenter ton taux hormonal Oui, alors t'as des médicaments à l'oral, t'as des piqûres, t'as des ovules aussi à te mettre, enfin des ovules, des médicaments que tu te mets directement dans le vagin. Bien sûr. Et donc oui, c'est pour faire monter ton taux d'oestrogène, pour stimuler tes ovaires, pour qu'ils fassent sortir un maximum d'ovules, qu'on puisse en prélever un maximum. Ok. Et voilà. Donc et donc ça m'a vachement aidé, parce que je me suis rendu compte que pareil, moi c'était le pharmacien qui avait mal calculé mes piqûres, et il m'en manquait une. Et si j'avais pas regardé, la dernière piqûre avant la ponction, c'était un dimanche soir, et donc j'aurais pas pu la faire. Donc j'aurais fait tout ça pour rien. Donc si t'as pas la dernière, en fait, ça marche pas. Ça sort plus tôt, et du coup t'es pas calé. T'es pas calé. Ok. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut un rendez-vous à l'hôpital, à la clinique, et tout ça. Il faut donc penser bien à bien vérifier vos dosages. Putain, c'est fou ça. Faut revérifier derrière pour être sûr. Même si limite en avoir une d'avance, comme ça au moins, parce que ça arrive qu'on puisse se rater ou des choses comme ça. Donc pour être sereine, moi je préfère toujours prévoir les choses que d'être dans la panique. T'as dû faire un paquet de recherches sur Google et tout. Tous les forums et tout, t'as écumé tout. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches. Après, c'était plus aussi sur les symptômes, sur tout ça. Mais c'était... après, je faisais
entièrement confiance à mes gynécos qui ont été vraiment géniales. Ah, c'est bien de le dire, ouais. 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 Non, vraiment, elles ont été top. Mais il y a même un moment, parce que donc dans tes rendez-vous, t'as des rendez-vous obligatoires avec les biologistes Ok. et avec un anesthésiste. D'accord, ok. Parce que moi, je l'ai fait sous anesthésie générale, ma ponction. Tu peux alors, l'avoir sous anesthésie ça locale. se passe comment exactement? Ben en fait, il rentre dans tes trompes et puis il prélève les. Ah oui, tu peux pas le faire en étant éveillé là. Ben il y en a qui font sous anesthésie locale. Ah oui. Ça arrive. Ah ouais. Ouais, Okay. ouais. Il y a des gynécologues qui trouvent que c'est mieux pour la personne, tu vois, d'assister. Enfin après c'est ton choix. Hein. Ouais. Si tu veux assister à tout le processus et voir ce qui se passe, tu peux. Après une anesthésie locale, c'est aussi moins lourd qu'une générale. Oui, bien sûr. Tu t'en remets plus facilement. Ben, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et donc moi j'étais tombée, enfin nous avec mon mec on était tombés sur une biologiste qui était horrible, mais horrible. Je suis arrivée, elle regarde mes résultats, fait mais vous avez quel âge? Pardon? Déjà elle te parle comme ça, ouais, ok. Bah non mais là votre réserve ovarienne, je fais bah oui je sais c'est pour ça que je suis là. Ouais. Non mais je viens pas là par plaisir, vraiment personne vient pas par plaisir. Ouais, exactement. Ouais. Et mon mec regarde ses résultats à lui, elle fait ah bah c'est normal ça marche pas, hein, tous vos spermatozoïdes sont morts. Non mais ce mépris, genre ouais. Non mais la violence, je fais bah tapez-nous quoi. C'est ça. Là, frappez-nous là, c'est pareil. Hein. Donc on était comme ça tous les deux et il était possible de faire une opération pour mon mec et je lui disais mais si on l'opère, du coup ça marcherait pour moi. Elle fait ah mais si on l'opère, on pourra pas utiliser son sperme avant 6 mois et vous dans 6 mois je sais pas si vous restera quelque chose. Ah mais la violence, c'était hyper violent. Horrible. On est sortis, on a pleuré et tout. Bah, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'était horrible. C'était vraiment horrible. Oh la vache. Et quelques jours après, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste qui était un vieux monsieur et tout. Je me suis dit, oh là là. Ouais. Est-ce qu'il va être de la vieille école? C'est ça va. Ouais. Qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule encore? Et je suis arrivée là, t'as rendez-vous toute seule parce que c'est pour ton anesthésie générale. Ok. Et il fait alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui parce que lui il est anesthésiste, il anesthésie pour tout, tu vois. Ouais. Okay. Il fait eh ben c'est parti pour la grande aventure. Et là j'avais les larmes aux yeux comme ça, je fais bah ouais, je sais pas, c'est pas comme ça que je l'imaginais cette aventure. Il fait mais madame, il y a pas de raison que ça se passe mal. Oh. Vous êtes avec les meilleurs, hein? On va l'avoir votre bébé. Et là, mais là, le coup de boost par rapport à l'horreur qu'on t'a dit avant. Ah oui. Ah ouais. Ah mais merci monsieur. Et vraiment, il a été mais d'une gentillesse. Il m'a donné son numéro personnel. Il fait si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un message. Vous n'hésitez pas surtout. Il devait te sentir aussi peut-être je sais pas, stressée ou mais il m'a dit à la fin. À la fin, je lui ai dit bah, merci et puis surtout monsieur docteur, merci pour votre gentillesse. Merci. Et il m'a regardé, il a sursauté comme ça, fait mais madame, mais j'aime mon métier. Et puis j'aime mon métier et j'aime les gens aimables. Et je dis pas aimable au sens mondain du terme, je dis aimable qui tend à être aimé. Et vous madame, vous êtes aimable. Fait allez, on y va et on va faire un beau bébé. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Ah mais la chienne. Je te sens émue en plus quand t'en parles. Il m'émeut encore ce monsieur. J'étais là, mais monsieur, ne partez jamais à la retraite. Oh là là, c'est trop important. Et encourager les femmes comme ça parce que c'est un parcours, c'est pas facile. Ouais. Et c'est des gens comme ça qu'il faut. Ah mais c'est trop important, des gens qui te boostent, qui disent allez, on va le faire, on est une équipe. On va y arriver. C'est possible. C'est possible. Ouais. Contrairement à l'autre qui fait bah ils sont tous morts. Mais elle nous a vraiment dit ils sont tous morts. Mais en fait, elle te voyait comme un objet qui était dégradé, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Elle t'a méprisé comme... C'est même pas la peine. Enfin, ouais, c'est ça. Et je me souviens, à la fin, elle nous avait dit, est-ce que vous avez des questions? On a dit, est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse ça? Elle fait, c'est pas à moi de dire ça, hein, mais bon, j'imagine que si on a validé votre dossier, c'est qu'ils y croient. Hein. Je te jure, il y a des gens, faut pas qu'ils fassent ce métier. Non. Hein, mais jamais. Mais justement, alors quand j'ai eu rendez-vous après avec ma gynéco, elle commençait à installer la table pour faire une échographie et elle fait tout s'est bien passé. Je fais il faut quand même que je vous parle de la biologiste. Elle fait elle s'est remise à son bureau, elle a sorti une feuille, un papier, écrit, elle fait dites-moi tout. Elle a capté direct. Ouais, je fais dites-moi tout. Donc je dis et je suis pas la seule. Elle fait non. C'est très bien que tu l'aies dit. Ouais. Et là, j'ai trop envie d'envoyer une photo de mon fils à cette biologiste. Genre, je te jure, voilà. Hein. Surtout que j'ai un fils qui adore faire des doigts d'honneur. Je vais lui envoyer ça. C'est le plus beau message, ça, j'adore. Voilà. Et en fait, elle disait, on a eu déjà plusieurs personnes qui nous ont dit, donc on monte un dossier. Mais le problème, c'est qu'elle est très bonne parce qu'elle est aussi la personne qui fait la fécondation.
Ok, donc les compétences techniques, Oui, maîtrise, mais ne parlez humaines. pas aux gens. Ouais, ne Reste parlez pas. dans ton labo et parle pas non plus à mon embryon. Ouais, c'est ça. Ne lui parle pas. Ouais. Juste fais ton truc. Et c'est tout. Donc c'était parti. Une fois qu'on avait tout ça, je me suis retrouvée avec mes piqûres, mes cachets à prendre. C'est toi qui le faisais ou C'est moi qui le faisais. Okay. Non, c'est alors. Moi, je préfère faire moi-même. Moi-même, Okay. proposer une infirmière ou Ouais. Mon mec voulait le faire. Il disait, mais je peux être là, je peux le faire, je suis avec toi. Ouais, il voulait assister. Oui, il était okay. là à 100% avec moi. Sauf que il travaille le soir. Ah, ok. Il travaille le soir et moi, et je voulais la faire le soir, c'était plus simple. Et je dis, mais moi, ça me dérange pas de le faire tout seul. Je préfère même parce que, au moins, s'il y a de la douleur, je la sens, je la contrôle, je la maîtrise. Ouais. Et donc j'ai fait quasiment toute seule, ce qui m'a pas dérangé du tout. Okay. Ça m'a pas dérangé. Après je le tenais au courant de tout. Je fais OK, j'y vais, OK, c'est fait. Je me suis même filmée, je lui ai envoyé. Voilà. Et lui c'était ton supporter. C'était oui, vraiment. Ça c'est trop bien. Quand on est dans des parcours comme ça, je me dis mais les femmes qui font ça toutes seules. C'est ça. Mais ça, le courage, mais déjà le parcours et après je le vois maintenant, la maternité seule. Tout ça toute seule, mais vous êtes des surhumaines. Donc on a fait tout ça jusqu'à arriver pour la première ponction. Ok. Donc on y va. Donc pendant que moi je me faisais prélever mes ovocytes, lui fait son don de sperme pour en avoir. Alors il en avait fait congeler et il en donne du frais le jour même. Faudra que les mecs en parlent aussi de ce moment-là parce que la nana elle était dans son bureau, elle fait bon allez-y, elle ferme la porte. Ah ouais, mais t'es dans un local. Lui non, c'était dans le bureau. T'étais dans le bureau et tout. Et donc allez-y, faites votre affaire. C'est ça. Il y a le petit pot qui est sur le bureau. Bonne chance. Et il disait, il me dit heureusement que j'ai grandi avant l'accès avec. Faire preuve de beaucoup d'imagination quand t'as grandi dans les années 80 et que tu fais comment je vais faire. Voilà. Et donc voilà, ça se fait et puis on rentre à la maison et on attend on attendait 2 jours de savoir combien d'ovocytes sont fécondés. Combien on en a récolté et combien ils sont fécondés. Le biologiste, donc qui fait son travail et nous on rentre à la maison et on attend. Donc c'est long. Je sais que lui avant n'avait jamais eu aucun embryon. Et donc il était assez pessimiste. Voilà. Et alors je donne son numéro à lui pour qu'on l'appelle lui, parce que tout simplement moi je ne capte pas chez moi. Donc je vais voilà. Et puis comme ça répartit aussi le truc. Oui, c'est bien. Ouais. Et je me souviens toujours, j'étais en train de me doucher et il arrive en courant et fait. À ton avis, c'est une journée à combien d'ovules aujourd'hui? Je fais non et tout. Et je crois qu'on avait eu 2 embryons. Ok. 2 embryons qui ont pris. Okay. Non, je crois qu'on en avait 3. Donc on était trop contents. On était là genre waouh, mais c'est génial. Enfin, on a 3 chances d'avoir un bébé. Ça a marché. Ça a pris quoi. Ouais. Donc on est trop contents. On va chez la gynéco qui refait des tests et tout. Fait vous avez un petit risque d'hyperstimulation. L'hyperstimulation, c'est quand tes hormones s'emballent et du coup t'as des risques. On en reviendra plus tard là-dessus. Ok. Et donc on va plutôt vous mettre sous anticoagulant pour fluidifier votre sang, pour tout ça, pour faire circuler le sang et les hormones. Et on se revoit au cycle prochain pour faire le transfert. D'accord. Ça s'appelle un transfert. Ok, d'accord. Donc je me fais mes piqûres d'anticoagulants. Donc en attendant chez la biologiste, ton ovule est fécondé. En attente. Les embryons ils sont congelés. Et voilà, et ils attendent en fait que ça soit le bon moment pour toi pour t'inséminer. Que ton corps soit bien, qu'il n'y ait pas trop d'hormones, que tout aille bien et on y va quand c'est prêt. Ok. C'est millimétré quand même. Ouais. Non, mais c'est vraiment, ils te disent, c'est à telle heure, par contre, pour le déclenchement, pas pour le transfert, mais pour le déclenchement, c'est à telle heure, vous le faites parce que à telle heure, on vient récupérer les ovules. Donc, il faut qu'ils soient pas encore tu sois calé là-bas. Par rapport aux horaires, parce que si tu te déclenches trop tôt et que les ovules partent avant qu'ils les réceptionnent, t'as fait une flambée d'ovules pour rien, quoi. Et surtout que moi, j'en ai pas beaucoup, tu vois. Donc, on y va, on fait le transfert. Et donc là, arrive la semaine, même les 10 jours, je crois,
d'attente du résultat, Ouais. qui est longue, Ah qui ouais. est longue. C'est long d'attente. C'est la torture là. pour toutes les femmes qui passent par là. C'est ce moment où Tu comptes les jours. tu comptes les jours, Ouais. tu regardes tous tes symptômes, Ouais. surtout que les symptômes de la grossesse et des règles, c'est quasiment les mêmes. Ben ouais. Donc tu t'attends, tu essaies de rester calme, mais en même temps, alors ne pas y penser, c'est impossible. Hein, les gens qui disent non mais n'y pense pas. Ouais, bah. Oui, ah bah merci. N'y Ah pense j'y avais pas. pas pensé. C'est vrai, c'est donc ça la solution, ne pas y penser. Bien sûr. Donc j'oublie aussi de prendre parce que t'as toujours un traitement. Si j'y pense pas, même après, tu dois te mettre des ovules qui sont très désagréable. Enfin, ça fait pas mal ou quoi, mais c'est une espèce de crème que t'as dans le vagin et qui du coup coule tout au long de la journée. Donc pour l'intimité dans le couple aussi, ça aussi l'intimité dans la PMA, c'est pas. Ah ouais, quand t'as ces ovules là, c'est un peu dégueu quoi. T'as pas oui. envie, t'es pas vraiment branché là-dessus. Bah, à ce déjà moment-là. mentalement, tu ne fais qu'y penser. Ouais. Physiquement, t'as ces petits inconvenus. T'es pas propice. T'es pas. Ouais. Le sexe, c'est pas la priorité. Non, tu penses pas à ça. Non. Mais par contre, l'amour, c'est. Ouais. Tu te dis, on va y arriver. C'est tellement important. Enfin, c'est tellement important d'être soudés, de se soutenir, de se soutenir, d'être ensemble là-dessus. C'est trop important. Surtout, enfin, moi, je savais que lui, avec tout ce qu'il avait vécu avant, enfin, on lui a dit droit dans les yeux, vous n'aurez jamais d'enfant, monsieur. Mais ils sont horribles, les docteurs, je trouve. Parfois, médicalement, te lancent les bombes. Médicalement parlant, c'est pas. Il faudrait un petit accompagnement psychologique, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Ouais, je pense. Je suis d'accord avec toi, mais parce que c'est encore plus tabou pour les hommes. Oui. Et puis on a tendance à les écarter, à se dire que c'est un problème de femmes. Alors que non. Oui. Vraiment. Il y a beaucoup de parcours PMA qui sont, où les femmes vont bien. Hein. Ouais. Et comme d'hab, c'est nous qui prenons tout. Enfin, les gars, ils ont pas très bien. Ouais, totalement. Ils ont pas les piqûres, ils ont pas l'anesthésie générale, ils ont pas même la charge mentale de se dire c'est à 7 heures qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Ouais. Et parfois, les femmes, elles ont pas besoin de tout ça. Encore plus à l'époque, quand un couple ne pouvait pas avoir d'enfants, on culpabilisait la femme direct. On ne pensait pas à l'homme, c'était la femme qui avait un problème, alors que c'est 50-50, finalement. Et pardon, mais il n'y a rien de plus fragile qu'une couille. C'est important de le rappeler, ça. Rappelons-le, parce que c'est le nom de... Alors que des ovaires elles sont et un utérus, et avec tout ce que j'ai vécu, enfin la grossesse, l'accouchement, le PMA, il y a rien de plus fort qu'un utérus. On reçoit le résultat, donc on le reçoit ensemble, on a la feuille, on va faire une prise de sang. Ouais. Et on voit pas de signe de grossesse. Bon. Déception, lui je le sens très déçu, moi je suis déçue aussi, mais je m'y attendais bizarrement, enfin je le sentais, je sentais que tu t'étais préparée peut-être à être déçue. Bien sûr, bien sûr. Et je me disais c'est le premier transfert, je connais personne, mais je connais personne actuellement pour qui ça a marché du premier coup. C'est pas grave, on en avait plus qu'un autre parce qu'il y a un des embryons qui était mort pendant les 5 jours d'attente. D'accord. Donc on a encore un essai. OK. Tout va bien. OK. Mais ça m'a quand même mis un coup. Du coup, on attend et puis les gynécologues m'ont dit quand vous voulez. On y retourne quand vous voulez. Il est au frais, il est congelé. C'est à toi. Tout va bien. C'est vous quand vous le sentez. Okay. Vous pressez pas. C'est vraiment quand vous le sentez. Et quelques mois plus tard, je le sens, je me dis bon, c'est bon. Là, je sens bien, je suis prête à y retourner. OK. Et donc on y va, on se cale sur mon cycle. Donc on va pour le deuxième transfert. Vraiment, le transfert c'est hyper rapide. C'est plus rapide qu'un frottis. C'est vraiment. C'est comme un frottis. C'est t'as les jambes sur l'étrier. Ouais, c'est les étriers. Ouais. Hop, ils arrivent avec. Il y a la grande seringue qui arrive par une petite fenêtre comme ça, qui sort du congélateur, hop, on y va. Et ton mec, il est avec à côté. Moi. Non, il est avec moi. On est main dans la main à regarder ce qui se passe. Et je crois parce que t'as la caméra. T'as la caméra.
Mais là, cette deuxième gynéco, il va à l'œil. Vraiment, elle fait pas de problème. Je fais OK, mais du coup, on était un peu déçus. Mais on voit pas parce que la première fois, on a vraiment vu l'embryon partir. Ouais. Ah ouais. C'est bon, allez-y. Je fais OK. Ça fait pas mal? Non, pas mal. Non. C'est vraiment comme un frottis. D'accord. Ça fait pas mal du tout. T'as pas d'anesthésie, rien du tout. C'est comme un frottis. Et on attend encore les jours. C'est toujours aussi long. Et on reçoit le résultat. Et on voit des chiffres et on voit rien d'écrit. Donc on est là comme ça tous les deux. Ouais. Tu comprends quelque chose? Non. Et toi, non plus, je comprends pas. Bah ouais. Je comprends pas ce qu'il y a. Je comprends pas. Enfin, il fait, appelle le labo, appelle le centre. Je leur envoie un mail avec un truc. Je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la première fois, c'était vraiment marqué pas de signe de grossesse. Ouais. Et là, il y avait rien marqué. Il y avait juste des chiffres. Donc je sais pas. Et il part aux toilettes. Et je lis plus calmement le truc et je vois taux de bêta-HCG. Je le vois haut par rapport à l'ancienne où il y avait 0. Et donc je vois qu'il y a un taux qui est important. Donc ça veut dire que ça a marché. C'est OK. Et donc là, je commence à avoir les larmes aux yeux, je pleure, je fais « Mais reviens !» Il revient, je fais « Mais je crois que c'est bon, Il fait « Mais non, attends, je fais « Médecin, mais si, c'est bon, je crois que c'est bon. » Il fait « Attends que le labo te dise que c'est bon. » Ouais. Et le centre dit « Oui, c'est bon, c'est lancé. Il faudra refaire une prise de sang dans 2 jours pour voir si ça continue d'augmenter. » Mais là, vous êtes fou de joie, quoi. On est fou de joie, on pleure, on se prend dans les bras, on est trop heureux. Enfin, on dit « Ça y est, c'est bon, ça a marché. » quoi. Ouais. Donc c'était trop bien. Quoi. Ouais. Ce moment-là était trop bien. Alors le truc c'est que quand t'es en parcours PMA, si t'en parles, moi j'ai décidé d'en parler tout de suite. Ouais. Par contre, je voulais pas parce que lui me disait que les hormones peuvent déclencher des sautes d'humeur, des choses comme ça. Ouais. Et comme je travaille, j'ai des classes, j'ai des élèves, j'ai des collègues, je veux pas m'énerver sur une élève d'un coup comme ça. Donc tout de suite, je leur ai dit voilà, je vous dis tout de suite, je suis en parcours PMA. Si j'ai des sautes d'humeur, si je me mets à pleurer, si je vous crie dessus, le prenez pas personnellement. D'accord, mais c'est bien. Voilà. Je trouve que c'est bien, c'est clair. Oui, c'est... Et puis, tout ce truc de tabou, de dire aux femmes, de pas dire qu'elles sont en parcours PMA, de pas dire les 3 premiers mois qu'elles sont enceintes, alors que c'est les moments où t'as vraiment besoin de t'asseoir dans le métro parce que t'es épuisée. C'est vrai, ça se voit pas, mais t'as besoin en fait. De mentir constamment, de dire Enfin, le dis pas. Enfin, mais pourquoi? En fait, j'ai envie de le. Enfin, après, si t'as pas envie de le dire, tu le dis pas. Hein. Je pense qu'il y a aussi peut-être des femmes qui ont honte ou qui culpabilisent de pas avoir la possibilité d'avoir des enfants naturellement. Oui, il y a ça aussi. Mais en vrai, mais oui. Quand j'ai commencé à en parler, mais j'en ai tellement qui sont venus me dire, moi aussi. Et moi aussi, soit moi aussi je galère, soit moi aussi je suis passée par là. Ah ouais. Et mais le chiffre est affolant, clairement. Vraiment. Femmes qui sont passées par un parcours PMA. Vraiment. C'est surtout, dans mon entourage, on est de plus en plus, les gens qui s'y mettent. Je connais presque seulement 2 couples qui ont fait ça naturellement, tu vois. Ah, c'est fou. Moi, tu vois, je réfléchis, mais je crois pas que personne ne me l'a dit officiellement. Donc je ne sais pas, mais sans doute que ça doit exister. Tu vas voir que je pense qu'après ça, peut-être que des couples, des femmes vont se manifester. Qui vont te dire qu'elles sont passées par là ou qu'elles sont dedans à ce moment-là. Même des personnes que je connaissais pas. Et plein d'amis qui me disaient... là, on part en Espagne avec ma conjointe. Il y en a qui me disaient, nous, ça va être une GPA, gestation par autrui. Ah oui. Tu vois. Donc c'est vraiment le stade avant l'adoption. Tellement de personnes, tellement de personnes, ou des personnes aussi qui m'ont dit qu'elles étaient nées grâce à ça aussi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ça devait être les premiers. Oui, les premiers et tellement tabou à l'époque. C'est vrai. J'ai dit très tôt que j'étais enceinte. Ouais. Et alors après, je l'ai pas dit à tout le monde non plus. J'ai dit aux personnes à qui je savais que si ça tournait mal, je pouvais compter sur elles. Ouais. Voilà, je n'allais pas le crier sur tous les toits aussi. Après, mes classes, mes élèves, tu l'as pas dit sur tes réseaux, mais tu l'as dit à tes proches. Voilà. C'était avant l'été, avant les vacances.
Et voilà, on passe l'été en se disant qu'on passe notre dernier été à deux officiellement, ça, ouais. mais qu'on avait, on était quand même 3. Là, vous êtes heureux, quoi. Ah, on est trop heureux, ouais. Ouais. Et puis et voilà, enfin tout est beau, tout est rose, tout va bien, jusqu'à 9 semaines après. Ouais. Moi, je sentais depuis quelques jours que ça n'allait pas. Ah oui, on avait fait une première écho de datation. D'accord. Tu fais une écho de datation à 6 semaines, quelque chose comme ça, pour voir comment ça va. Comment ça va. Et donc, on fait l'écho. Donc, on se disait, soit tout va bien, soit ça va pas. Ouais. Donc, on arrive et elle nous dit, je sais pas. Il y a un petit retard, mais je sais pas. On va faire une écho dans 2 semaines, on verra. Ouais. Et vraiment, on s'attendait à tout sauf ça, je sais pas. Ouais, toi, tu partais positif. Soit positif, soit négatif, voilà. mais pas de entre deux. Ouais, entre deux. Ça veut rien dire, je sais pas. Ouais, ouais. Voilà, il y a la poche, il y a tout ça, mais il y a du retard. Vraiment un gros coup. C'est un coup pour nous deux, surtout pour moi. Pour lui, il était hyper positif. Mais non, mais elle a dit, elle sait pas, mais on a vu la poche, mais c'est bon, ça va bien se passer, tout va bien. Et moi, je dis, non, je suis pas sûre. Ouais. On était un peu tendus tous les deux. Ouais. Et au bout d'un moment, il fait, écoute, on peut pas rester comme ça. Viens, on se retrouve en Normandie tous les deux. Okay. On a besoin d'être ensemble. Voilà. Pour respirer. Oui. Pour respirer, pour se retrouver tous les deux, parce on s'était séparés sur quelque chose d'assez tendu, et ce qui est hyper rare. Enfin, on se dispute jamais avec mon mec. Ah ouais. On se dispute jamais, donc quand ça arrive, c'est le monde s'effondre. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas gérer ça. On se retrouve en Normandie, et au moment de partir, le matin, avant de prendre le train, je vois que j'ai un petit peu de sang dans ma culotte. Et là, je fais, alors je sais que ça arrive au moment de, ça peut arriver au moment de la nidification, ce qu'on appelle la nidification, quand l'embryon s'implante, ça peut faire un peu de saignements. D'accord. Donc je me dis, bon, c'est peut-être ça, peut-être que, je sais pas. Et donc je prends le train, et pour te dire, enfin, ça se voyait que j'avais déjà un début de ventre. D'accord. J'avais un début de ventre, puisque le monsieur de la SNCF, j'étais sur un strapontin, il fait, excusez-moi, madame, de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes enceinte? Je fais oui, je fais, mais vous pas vous laisser sur un strapontin, on va vous asseoir. Enfin, trop gentil, il m'a porté ma valise, il m'a fait tout ça, adorable, vraiment. Donc ça se voyait déjà, tu vois. Ouais. Et 9 semaines, ouais, quand même. Ouais, ça fait quasiment 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'âge de mon fils, actuellement. Ouais, c'est ça. Et donc c'est quand même conséquent. Enfin, t'as vécu 9 semaines à 2 dans ton corps. Et puis dans la tête aussi. Et dans la tête aussi. Ah bah oui, je vivais que pour ça. Tu l'as imaginé. Complètement. Complètement. Et donc on arrive, donc je lui parle tout de suite, je lui dis, écoute, j'ai un petit peu de sang, fait, on va voir. Okay. Et on attend, on vit notre vie, tout ça. Et le lendemain matin, je vois que j'ai encore plus de sang. Enfin, c'est de plus en plus de sang. T'appelles j'appelle le centre de PMA, je leur dis, fait aucun problème, est-ce que vous voulez venir aujourd'hui? Je fais, là je suis en Normandie, vous venez dès que vous rentrez, il y a aucun problème. Si vous le sentez pas, vous allez aux urgences. D'accord, ouais. Je suis d'accord. Et le soir, on devait aller donc manger des pâtes au homard. Ok. Et je vais aux toilettes avant de partir, et là je vois qu'il y a vraiment beaucoup de sang. Là, tu dis c'est trop. Là c'est trop. Je fais regarde, parce que c'était beaucoup. Il fait je sais pas si c'est beaucoup, parce que les mecs sont pas habitués. Tu lui demandes de je lui dis regarde avec moi pour dis-moi, est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Du restaurant Non, on était encore à l'hôtel. Ok. Je fais, est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Il fait moi je sais pas. Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est beaucoup pour des pertes de sang. C'est vrai que tu vois, les mecs savent pour pas, un mec c'est difficile de se rendre compte, Donc je pense que c'est beaucoup. Ah ouais. Et donc on va aux urgences. On va aux urgences et on attend en plus on voit passer des femmes qui accouchent en urgence. C'est fou ce contraste. Ouais. Oui, parce que l'urgence gynécologique, ça peut être l'un ou l'autre. Et au bout de quelques heures, il y a un gynécologue qui arrive, un médecin urgentiste. Il fait c'est pourquoi? Un peu froid, tu vois. Ouais, je perds du sang. Il fait oui, c'est-à-dire. Et je fais écoutez, on a fait un parcours PMA, donc on a fait notre transfert tel jour, là on est tel jour, et là je perds du sang. Ouais. Et tout de suite quand j'ai dit parcours PMA, il s'est adouci instantanément. Ah ok. Ouais, vraiment il a été, ça fait d'accord. Donc il a été beaucoup plus à l'écoute. Ok. Il fait d'accord, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une échographie et on voit ce qui se passe.
Donc il fait une échographie par voie vaginale. Et il s'arrête et moi je vois l'écran et je vois qu'il y a plus rien. Enfin, je le vois directement. Il fait madame, je suis désolée, mais il faut que quelqu'un vous le dise, votre grossesse est arrêtée. Et là, je sens le regard de mon mec qui se tourne vers moi. Je fais, je peux pas le regarder encore. Je peux pas le regarder. Non, mais oui, c'est normal. C'est pas facile. Hein, je comprends, tu le revis. Ouais. Je le vis avec toi. Ouais. Et il a vraiment été top ce gynéco parce qu'il nous a dit voilà, il était très factuel. Il nous a dit voilà, regardez, je peux même vous dire quand ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté il y a à 6 semaines. Et parce que c'est la taille, voilà, c'est la. D'accord, il t'a bien expliqué. Il m'a bien montré par de très très factuel. Pour que je comprenne bien, il fait voilà, ça s'est arrêté à tel moment. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train d'évacuer la poche. La poche. Je suis d'accord. Je suis qu'est-ce qui se passe maintenant? Et il me dit voilà, ça c'est en train de s'évacuer naturellement. Donc soit vous laissez vous évacuer naturellement, soit je peux vous donner un médicament qui va vous faire évacuer la poche. Je suis d'accord, ok. Je suis complètement sonnée, mon mec aussi. Et là il me dit mais madame, vous avez été enceinte. Vous avez été enceinte, ça a marché. Donc moi vraiment ce que je peux vous conseiller c'est de continuer parce que ça a marché. Ça peut marcher madame. Trop gentil, tu vois, vraiment gentil. C'est bien. C'est il bien. t'a redonné de l'espoir. Bon, il y a une suite. C'est pas fini. Mais ça a marché. Il fait ça, les fausses couches, les arrêts de grossesse, ça arrive tellement régulièrement, même de manière naturelle. Et ça aussi encore, quand j'en parle, tu te rends compte que même ma mère m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche, même ma marraine, même tu le savais pas avant. Et je le savais pas. Enfin, tu vois. Et le nombre de personnes, ça arrive quasiment à toutes les femmes. Enfin, même parfois ça arrive et tu le sais pas. Un retard de règles, ça peut être une grossesse qui s'est lancée, qui s'est arrêtée. Tu vois. Et voilà. Donc on sort et là on s'écroule, mais tous les deux dans les couloirs vides des urgences, on se prend dans les bras et on sait pas quoi faire. Enfin, on fait mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu dois te sentir démunie, lui aussi. Oui. Et surtout moi je pense qu'à lui, qu'à mon mec et je me dis mais ça doit être encore plus dur pour lui parce qu'avec tout ce qu'il a vécu avant, là il avait enfin réussi, enfin tu vois, il avait il y croyait à fond. Lui, il y croyait même jusqu'à ce moment-là, il y croyait, positif tu vois. Et tout. Et je me dis mais ça doit être tellement dur pour lui encore parce que moi je sais que ça existe les arrêts de grossesse, lui aussi, mais là c'est ça s'arrête, c'est fini. Et voilà, donc on rentre et on repart le lendemain et on a quand même été manger avant, enfin ça saignait un peu mais ça allait. Et je me disais, et moi je sais pas pourquoi dans ma tête je me disais mais je vais attendre d'avoir rendez-vous avec mon centre de PMA pour qu'elle regarde, pour qu'elle voie ma poche, pour qu'elle me dise, qu'elle puisse me donner d'autres explications alors qu'il n'y en a pas d'autres, tu vois. Mais je sais pas pourquoi je me disais mais je vais rester comme ça, je vais le garder et j'attends. Sauf qu'on rentre, on était en voiture en Normandie et là je sens des contractions en fait, des douleurs très très intenses et je sais pas, je me suis accrochée sur le truc de la voiture là et je disais plus rien. Vraiment j'étais pas bien, je sentais que ça se faisait quoi. Parce que on te dit vous évacuez et puis voilà. Mais tu sais pas ce que ça veut dire évacuer. Tu sais pas la douleur que ça va être. C'est extrêmement douloureux. Enfin moi en tout cas la mienne a été très douloureuse. Mais on te lâche dans la nature et on te dit là tu vas évacuer. Tu vas évacuer. Tu sais pas. Non, tu sais pas. C'est-à-dire j'évacue, même t'as tes médocs mais tu fais quoi? Et mais ça avait peur un peu. Oui, parce que je savais pas ce qui se passait. On était dans la voiture, on avait le trajet. Je me suis levée, en plus j'étais habillée tout en blanc, j'avais une grosse tache de sang. Et tout de suite j'ai couru à la maison, je me suis mise dans la baignoire et j'ai fait comme pousser, tu vois. Et c'était vraiment une douleur. Alors attention pour les personnes qui écoutent. Si vous voulez pas sauter les 15 prochaines secondes. Mais c'est vraiment une douleur. Moi, j'avais l'impression que c'était une épée qui me transperçait. Vraiment, pas en tout. Mon ressenti, c'était une épée. C'était,
quelque chose de tranchant qui me tu sentais le grand coup d'épée en toi. Enfin, Et du coup, j'étais dans la baignoire, à tenir la main de mon mec, à pleurer, à crier, à me tordre de douleur. Et sans savoir quoi faire. Et je sais que j'ai 2 copines qui avaient fait, une fausse couche et l'autre une interruption volontaire de grossesse par voie médicale. Oui. Et ce qui est à peu près la même chose, tu vois. Enfin, c'est la même chose parce que j'ai les médicaments aussi. J'avais les mêmes qu'elle. Et oui, c'est des médicaments avortifs, en fait, qu'on te donne. C'est ça. D'accord. Mais je les avais pas pris. D'accord. Je les avais pas pris. Et donc je me mets dans l'eau chaude au début, je me dis ça va me faire du bien. Après on savait pas s'il fallait le faire. On regarde sur internet, ils disaient que non. Mais je trouve ça dingue qu'on n'ait pas plus d'informations sur ça, qu'on vous donne. Non. Voilà, on vous lâche et évacuer. Et puis voilà. Ouais, et évacuer. Enfin, tu t'attends pas à ce qui va tomber aussi, hein. C'est comme des règles, mais avec vraiment même à un moment ça m'a sorti de la douleur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est parce que tu commences à former la placenta, tu commences à tout ça. Bien sûr, et t'as tout ça qui tombe. Enfin, il faut s'attendre à une espèce de mais comme moi ça m'a fait penser à du foie oui, je vois tout. Tu vois, du foie de volaille ou du foie de veau, des choses comme ça qui tombaient dans la baignoire. Mais même ton mec, il l'a vu. Oui, il l'a vu. Et il était. Il disait rien, tu vois. Non, mais il était pas bien. Mais lui, de toute façon, après ça, il voulait plus qu'on continue. Il dit non. Il fait, moi, je veux plus. Ok, d'accord. Je veux plus. Ça l'a parce qu'en plus, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais si ma poche est pas bien évacuée et que je dois revivre tout ça demain. Je peux pas. Du coup, j'ai repris les médicaments et c'était reparti pour. Alors qu'en fait, j'ai continué pour être sûre que tout s'évacue bien. J'ai aussi avoir une copine qui me disait tu te mets des oreillers pour être dans la position un peu assise allongée, bouillotte devant derrière, une bâche et des serviettes sous toi et puis voilà. T'avais tout ton entourage qui te soutenait. Et par conseil, émotionnellement, c'est super important d'être entouré. Hein. Ouais. Très très important. Ouais. C'est pour ça aussi de cacher la grossesse au tout début. Je me dis mais les femmes qui vivent ça dans le secret, toutes seules, qui doivent retourner au travail le lendemain, dire bah alors t'as mauvaise mine. C'est ça. J'ai un peu mal au ventre, c'est tout. Enfin, de devoir mentir là-dessus. Ouais, t'as tes règles, quoi. Ouais, t'as tes règles. Oui, j'aime plus que mes règles. Plus que ça, Et même pour les femmes qui avortent, parce que c'est douloureux aussi. Hein. Ben oui. Et même si on veut avorter, qu'on est tout à fait d'accord avec ça, qu'on veut pas de cet enfant, que c'est ok, tu vois, que même si ça a pas fait mal, il y a quand même une chute d'hormones aussi qui te fait, qui fait que t'es mal. Ouais. T'es mal, t'as besoin de temps. Et physiquement, et émotionnellement, le psyché, tout. Besoin de temps pour t'en remettre. Ouais. Pour t'en remettre, en fait. Et tu me disais qu'il y avait énormément de femmes qui te l'ont dit après, qui se sont manifestées. Ouais. Et qui ont vécu ça et qui ont dû le vivre caché. Ouais. Et c'est horrible, je trouve. Parce que en vrai, t'as perdu un bébé. Ouais. Tu dois faire un deuil, bien sûr. T'as perdu son bébé. Je m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est quand j'ai revu après un anesthésiste pour accoucher. Qui m'a dit c'est votre première grossesse. Je fais non, mais j'ai fait une fausse couche en août dernier. Il fait donc c'est votre deuxième grossesse. Bah merci. Il l'a considéré. Oui, bien sûr. Oui, il a existé, tu vois. Ouais. Pas longtemps à l'échelle d'une vie, mais il était là, le bébé. Et tu y repenseras de toute façon toute ta vie, il sera dans ton cœur. Le lendemain de l'arrêt de grossesse, on retourne au centre PMA, où la gynécologue a été vraiment incroyable, vraiment très gentille. Dessus, elle était très douce. Je crois qu'elle avait même pas complètement allumé les lumières, tu vois, pour qu'on soit dans une ambiance un peu tamisée, en me demandant comment j'allais et tout. Et
Et quand même, j'ai posé la question, mais est-ce que c'est parce que à un moment j'ai fait du bateau, on a pris le ferry, est-ce que c'est ça? Tu culpabilises. Et oui, bien sûr, tu culpabilises. Tu dis, mais est-ce que c'est parce que à un moment j'ai mangé de la salade, il y avait un peu de terre dessus? Est-ce que c'est parce que j'ai pris le bateau? Est-ce que c'est parce que j'ai fait de la marche? Est-ce que c'est parce que j'ai fait ça? Elle me dit, vous auriez pu sauter d'un avion, faire du trampoline. Ça n'a rien à voir. À ce niveau-là, c'est de la faute de personne. C'est les molécules qui se forment, et les cellules, pardon, qui se forment et il y a un problème et ça se finit à ce moment-là. Et c'est mieux que ça se finisse à ce moment-là. D'ailleurs, elle a dit, aucune pression sur vous, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? D'accord. Et moi, j'ai dit, je vais recommencer maintenant. Ok. Je vais recommencer tout de suite. Ouais. Toi, t'étais sûre de toi. Je suis sûre de moi. Je vais recommencer tout de suite. Mais surtout, je savais que si j'attendais plus, j'allais pas avoir la force de me remettre dedans. Tant qu'on t'y était. Ouais, j'y étais. Et tu vois, et oui, c'est ça aussi que mon mec a dit à quel point j'étais forte, c'est que, enfin, après l'arrêt de grossesse, quand j'ai fini d'évacuer, donc, je me suis un peu endormie, j'ai fait une sieste de 2 heures, et je me suis relevée, je fais, bon, tu veux manger quoi ce soir? Il fait, mais tu rigoles ou quoi? Tu vas aller te coucher, on va commander à manger, tu te reposes. Je fais, non, j'ai besoin de faire quelque chose, j'y retourne. Ok, ça va pas fonctionner, c'est très triste, mais j'ai besoin d'avancer. C'est fou que t'aies eu cette conscience-là. En fait, c'était presque de la survie, parce que si je me m'habituais, je me relevais pas, tu vois. Ouais, je comprends. C'était trop. Limite, t'étais en pilote automatique, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais en pilote automatique. Je fais non, on y retourne. Et en plus, j'avais lu que parce que comme ton corps, comme t'as été enceinte, il est plein d'hormones. Si tu relances tout de suite, t'as plus de chances que ça fonctionne. Parce que les hormones sont déjà là, que le corps est bien. Il fallait juste attendre le prochain cycle. Et après un arrêt de grossesse, ça peut mettre un peu de temps. Et moi, mon corps, vraiment 2 semaines après, règle. Ok. T'es prêt. Et c'est reparti. C'est reparti tout de suite. Et reparti. Ouais. Donc j'ai appelé tout de suite le centre, ils ont regardé, fait ok, votre endomètre est parfait, c'est bon, tout va bien. Et ton mec qui était pas trop pour elle était pas du tout. Elle était pas du tout pour. Là, ça a été compliqué entre nous. Ouais. Comment ça s'est passé c'était encore ce dilemme de moi je vais réessayer parce que je sais que ça va marcher. Et lui il voulait plus. Là, c'était trop dur pour lui, la fausse couche, l'arrêt de grossesse, pardon. C'était trop pour lui. C'était émotionnellement, c'était trop dur. Mais il y avait encore ce truc de, il dit, je sais que si je dis non, tu vas me quitter parce que tu veux un enfant et que t'as le droit d'en avoir un. Mais et que si je dis oui, c'est trop. Et si ça réarrive, ça va être trop dur pour moi. Donc on était vraiment dans ce truc, mais. Alors c'était dur parce que je m'en voulais de le forcer, en vrai, je le forçais. C'était. Mais il le voulait, mais il voulait pas te réinfliger ça. Oui, non, il dit. Ah oui, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit un enfant, ça doit être fait dans l'amour. Enfin là, je t'ai vu souffrir. Je veux pas que tu souffres. Je veux pas devoir souffrir comme ça. C'est pas possible. Il a peut-être eu peur pour ta vie aussi. Oui, aussi. Il me dit faire un bébé, c'est de l'amour, c'est pas de la souffrance. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais voilà, là, on n'a pas le choix, malheureusement. Je rappelle, je dis, mais c'est bon, mon cycle est revenu, donc on y va, votre endomètre est parfait, enfin, tout est prêt à l'intérieur. À chaque fois, elle me disait, mais votre corps est prêt à accueillir un enfant, de toute façon. Donc on y retourne et rebelote. Donc j'avais plus d'ovocytes congelés, donc on a dû refaire tout le parcours, toutes les piqûres, la ponction, tout ça, tout refaire. Mais je l'ai pris tranquille, tu vois. Mais les rendez-vous, tu y allais décontractes ou à partir du moment où on m'a dit, mon cycle est revenu et oui, c'est ça aussi. Quand mon cycle est revenu, je me suis dit, mais mon corps est tellement fort d'avoir vécu tout ça, d'avoir vécu toutes les piqûres, l'anesthésie générale, le début de grossesse, un arrêt de grossesse, et de se remettre d'aplomb. Le cycle d'après, je fais mais merci mon corps quoi. Merci d'être avec tout ce que je te fais vivre depuis 1 an, t'es encore là et t'y crois encore. T'as remercié ton corps. J'ai remercié mon corps. Là, je me suis rendu compte de la force du corps des femmes. De se remettre de tout ça. Donc je me suis dit mais bravo, allez, on y retourne, ça va bien se passer. Donc on refait tout ça, on refait la ponction. Je sentais ma gynéco qui disait oui, alors que vraiment elle essaye d'être le plus neutre possible, mais je sais pas, je la sentais un peu pessimiste. Et donc on fait la ponction et il nous appelle 9 ovocytes, même plus que la fois d'avant. Elle dit très honnêtement, je pensais pas qu'on en aurait
à peine 3 et on Ah en la a 9. vache, Du coup, on est trop La contents. belle On fait, surprise, allez, ok. c'est bon, on y croit, on y va. Ok. Et là, on voit ils nous disent, vous avez 3 ovocytes, dont un d'une excellente qualité. Ok. Et on est content et on fait, qu'est-ce qu'on fait? On peut vous le mettre tout de suite. Il n'y a pas de risque, on le met tout de Et suite. là, c'était combien de temps après ta fausse couche? Après ma fausse couche, après un arrêt de grossesse, pardon. Arrêt de grossesse, ouais. C'est quoi la différence? Je sais pas exactement. Dans fausse couche, t'as l'impression que, alors que c'est un faux truc, tu vois. Alors que arrêt de grossesse, au moins on a considéré que t'as eu une grossesse. Oui, que ça s'est arrêté. Ah, je comprends, la nuance. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on a été plus habitué à l'expression fausse couche, arrêt de grossesse sonne mieux, c'est vrai. Mais moi, je disais fausse couche et en fait, c'est plus respectueux de dire arrêt de grossesse. D'accord, ok. Mi-août, je crois que c'était 15 août, quelque chose comme ça, mon arrêt de grossesse. Okay. Et ma deuxième, c'était le 25 octobre. D'accord. Okay. Donc, on fait le transfert et c'était dans une période terrible pour moi parce que j'étais en tournage, je tournais un film et je leur disais attendez parce que je tourne un film pendant cette période-là. D'accord, ok. Et c'est là, ok, donc on va essayer de voir pour vous le mettre, le faire entre les jours de tournage. Encore et un challenge là. Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait ma ponction la veille de mon jour de tournage. Donc le lendemain, et là je voulais pas le dire non plus. Je disais genre ça va Audrey, je fais oui tout va bien. J'étais sous anesthésie générale hier, mais tout va bien. Ah là là. J'avais ça. Ensuite on fait le transfert et le lendemain du transfert, j'avais une journée avec un énorme client céramique, plus je devais aller à Lille. Et c'était la pire journée de ma vie. Vraiment, j'ai fait tout allait de travers. Je suis arrivée 45 minutes à un rendez-vous pro, ce qui ne m'arrive jamais. T'as vu, je suis arrivée à l'heure aujourd'hui. C'est vrai, c'est hyper ponctuel. 45 minutes parce que je m'étais trompée. J'ai couru dans la rue, j'ai pris un taxi, on est dans un embouteillage. J'ai fait n'importe quoi. Après, je suis arrivée à Lille, je suis repartie. Quand je suis revenue à la maison, je me suis trompée de train, je suis partie à Bordeaux. Enfin, c'était la journée qui n'en finissait pas et je courais à chaque fois et je me tenais le ventre, je disais pardon, je te jure, je suis pas comme ça d'habitude, reste avec moi. Je dis mais mon pauvre embryon de dire mais qu'est-ce que c'est que cette mère qui fait n'importe quoi. Donc je m'excusais, je disais excuse-moi. Ouais, je lui parlais, je fais excuse-moi, pardon, je te jure, c'est pas comme ça d'habitude. Et donc voilà, le rendez-vous se passe et on attend encore les fameux 10 jours après le transfert. Et là, on voit que c'est encore positif. Et donc, moi, j'étais trop contente. Mon mec était un peu plus sur la réserve. Du coup, il était vraiment sur la réserve. Il fait attends, on va attendre, on va voir comment ça se passe et tout. Ok. Donc voilà. Cette grossesse fonctionne, sauf que rien ne fonctionne comme rien ne va rien ne va dans mon parcours. J'ai le ventre qui gonfle beaucoup, mon ventre gonfle et je me disais mais j'ai l'impression d'être constipée, donc je me dis c'est peut-être que je suis constipée, tu vois, je sais pas. Mon mec il fait va voir un docteur s'il te plaît, va voir un docteur. Et mon médecin généraliste me fait donc là je sors dans le parcours PMA, j'ai fait mon transfert tel jour et là j'ai mon ventre qui gonfle et je commence à avoir du mal à respirer. Tellement mon ventre est gonflé. Mon ventre était vraiment comme si j'étais à 2 mois de grossesse. Je commence à avoir du mal à respirer. Elle me fait, vous allez aller aux urgences près de chez vous maintenant. Je peux pas y aller demain, là j'ai du taf. Elle fait, non, vous allez y aller maintenant tout de suite. Et elle te dit pas ce qu'elle suspecte? Non, elle me dit pas. J'appelle mon mec, je fais, je dois aller aux urgences. Ouais. Il fait, viens, on y va ensemble. Là, je tombe sur un premier gynécologue qui me reçoit, qui ne trouve pas mon utérus. Non mais gars, en plus c'était par voie vaginale, donc c'était vraiment c'est là, tu vois, c'est là mon mec, tu vois. Donc, et je sens qu'il vraiment il galère, il reste. Je suis donc je ressors, je vais appeler mon supérieur, je fais oui, je préfère. Entre temps, je fais des analyses de sang. Donc là, il trouve mon utérus, il fait vous êtes en hyperstimulation. C'est-à-dire que là, vos ovaires ont gonflé, ils font 8 cm de diamètre au lieu de 3. Vous avez des kystes autour qui se sont formés, qui perdent leur liquide, et c'est le liquide qui est en train de vous remplir. Et c'est courant, ça? Les hyperstimulations, ça arrive après la PMA. Enfin, après normalement, on fait des examens pour voir si... Parce que la toute première fois, tu te souviens, j'avais dit que ma gynécologue m'avait dit qu'il y avait un risque d'hyperstimulation. Donc on le faisait pas, mais là, il y avait pas de risque et je sais pas ce qui s'est passé, on sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est déclenché quand même. Et votre taux de coagulation est à 4000, vous êtes censé être à 300. Fait donc là, vous êtes en train d'hypercoaguler. Et vu que vous avez des difficultés respiratoires, vous avez tous les symptômes d'une embolie pulmonaire.
Donc là, pour avoir regardé beaucoup de séries avec médicales, je sais ce que c'est qu'une embolie pulmonaire. Je fais d'accord. Et je fais donc scanner. Il fait donc scanner. Malgré que vous soyez enceinte, parce qu'on fait pas assez. Les scanners peuvent déclencher une fausse couche. Oh là. Un arrêt de grossesse, pardon. Soit vous faites ce scanner et vous risquez de perdre votre bébé. Ouais. Soit vous le faites pas et vous risquez de faire une embolie pulmonaire et on vous soigne pas. Et dans ce cas, tout le monde meurt, quoi. Vous le bébé. Je fais bon voilà, enfin oui, on va faire ce scanner. Et donc on a passé beaucoup de temps là-bas. On a resté jusqu'à minuit. On a passé même 2 scanners parce que ils étaient assez incompétents. Ils m'ont mal fait ma perfusion. Ils ont loupé ma veine. Du coup, tout le produit s'est mis dans mon bras. Ils t'ouvrent pas l'utérus, donc ils t'ouvrent pas la veine. Enfin, non, c'était pas les meilleures urgences. J'appelle mon centre de PMA le lendemain. Vous allez venir avec nous. Vous n'allez plus jamais retourner là-bas. On s'occupe de vous. On sait gérer ça. Pas de problème. On s'en occupe. Donc j'ai été sous anticoagulant pendant tout le premier trimestre. À surveiller si tu faisais pas une embolie. Refluidifier mon sang. Et puis donc on y va et on me dit voilà, mais je suis enceinte. J'ai passé 2 scanners. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait. On saura très vite. On saura dans 4 jours, on saura. Et là, tu devais avoir très peur que l'histoire se répète. Là, on n'était pas serein avec mon mec. On attendait que ça et on arrive au rendez-vous donc pour l'échographie. Donc elle fait l'échographie, elle fait donc il y a la poche. On fait d'accord. Il y a l'embryon. On fait oui. Elle fait et là il y a le battement de cœur. Et elle allume. Et là, ça a fait tous les deux, on était les chutes du Niagara, on s'est mis à pleurer tous les deux, mais ce battement de cœur pour toutes les personnes qui attendent un bébé et tout le monde me l'avait dit que c'était le meilleur moment. Mais là de l'entendre, c'est OK, il y a quelqu'un avec nous, il y a un cœur qui va. Ça devient réel en fait. Ça devient réel et il ou elle est là, c'était incroyable. Ce moment-là, c'était le plus beau moment qu'on ait vécu avec mon mec. Même plus que de le voir, c'était vraiment le battement du cœur. C'était fou. Et ça bat vite. Ça bat si vite au début. Ça a vraiment fait... Comme ça. On était... il est vif, là. Et elle a même dû sortir assez rapidement l'échographie parce que je pleurais tellement que ça tremblait dans tous les sens. Alors, moi, je te comprends aussi. On était tellement heureux à ce moment-là. Tellement heureux, mais toujours avec bien sûr une réserve parce que j'étais toujours en hyperstimulation. Que on savait que jusqu'à 9 semaines après, tout ça. T'avais la joie et la peur qui se liaient en fait. Mais on s'est quand même autorisé cette journée de joie, tu vois. Oui, vous avez quand même fêté ce moment, quoi. Et surtout après, j'étais très suivie. Donc 1 fois par semaine, on avait une échographie pour voir comment ça évoluait. Et tout a très bien évolué jusqu'au bout, quoi. Et après, t'as vécu une belle grossesse? J'ai vécu une belle grossesse. Moi, j'ai adoré être enceinte. C'est ce que je voulais te demander. T'as aimé? Alors, le premier trimestre a été compliqué parce que il y avait l'hyperstimulation, parce que il y avait tout ça qui restait quand même assez fébrile jusqu'à la fameuse échographie des 3 mois. Parce que en fait le centre de PMA disent ça y est, c'est parti et va falloir trouver quelqu'un d'autre parce que nous on s'occupe plus de vous maintenant que c'est bon, c'est bon. Oh non. Je me restais avec vous. C'était sécurisant en fait. Et moi j'ai adoré être enceinte. Alors j'ai eu plein de petits désagréments quand même. Donc j'ai eu l'hyperstimulation. Après on a découvert que je faisais du diabète gestationnel. Donc c'est que tu deviens diabétique en fait pendant ta grossesse. Donc t'as un régime. Alors je voulais essayer d'éviter les piqûres d'insuline parce que avec en fait, tout ce qu'on avait vécu avant et toutes les piqûres, les trucs, les machins, maintenant je veux que du naturel. Même l'accouchement, on voulait accoucher en maison de naissance, juste avec une sage-femme, pas d'intervention médicale, rien du tout. Il y a eu tellement d'interventions médicales que là, tu voulais la terminer, cette grossesse. Je veux plus voir une prise de sang, je veux plus voir un docteur, je veux voir que des dames gentilles qui s'occupent de moi et de mon bébé, c'est tout. Donc j'ai suivi un régime très strict. Très très strict, de pas de sucre, protéines, alors que quand t'es végétarienne c'est compliqué. Après on s'est rendu compte que j'étais anémique.
J'ai mangé du foie, du boudin, Ah plus ouais, t'as lentilles, plus recommencé à ça. manger de la viande Voilà, pour faire monter mon taux de fer, parce que tous les traitements qu'on avait essayés, ça me faisait pas monter mon taux de fer. Donc on a fait tout ça, plus des transfusions de fer directement. Donc j'étais 2 fois à me faire transfuser du fer. Donc ça n'en finissait pas des piqûres. Mais bon. Après il y avait tous les voyants qui étaient bien. J'adorais massage. Enfin, j'adore toujours massage femme. Tout se passait bien. Est-ce que vous avez des questions? J'étais pas de questions. Moi je sais que tout va bien se passer. Ça va être un bel accouchement. J'ai confiance en tout ce qui va se passer. Et mon mec disait, toi, est-ce que t'as des choses? Moi la seule chose, c'est que je veux plus la voir souffrir. Je veux pas la voir souffrir, c'est tout. Voilà. L'accouchement, c'est bien. Pas du tout. Ah ouais, pas non, du tout. l'accouchement, finalement, ça a pas été l'opposé total de ce qu'on voulait. Non, ça a été horrible. Oh là là. Ça a été horrible. Non, tellement de, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. J'ai fini en anesthésie générale, césarienne. Je voulais sortir moi, je voulais couper moi-même le cordon ombilical, je voulais voir mon placenta. Ah ouais. J'ai rien vu de tout ça. J'ai rien vu de tout ça. Ouais, le cordon ombilical, je voulais le couper moi parce que je trouve que s'il y a un lien à couper entre mon enfant et moi, c'est moi qui le coupe. Ouais. Je trouve. C'est vrai que le symbole en soi, ça fait vraiment, je trouve, tu sais, les hommes d'affaires qui vont sur les chantiers une fois que c'est fini. Ils sont jamais mis les pieds sur un chantier, ils sont là genre, allez, merci, tout le monde applaudit. Et les gars qui sont là en train de construire, qui ont bossé nuit et jour sous la pluie, mais sont même pas invités à manger les petits fours. Et c'est lui qu'on applaudit. Je suis là, non, c'est moi qui ai tout fait, donc c'est moi qui coupe. J'adore l'image. C'est parfait. La première chose qu'il m'a dit, c'est, il te ressemble tellement. J'étais là genre, non, je sais pas qui c'est. Enfin, tu sais, t'as eu un rejet un peu? Pas un rejet, mais on m'a présenté quelqu'un. On m'a pas présenté j'ai pas accueilli mon enfant, on m'a présenté quelqu'un. Ah, ouais. Il y a vraiment eu et ça ils m'ont fait voir un psy tout de suite après, mais et c'est quelque chose qui est très fréquent dans les césariennes avec anesthésie générale. C'est que, il manque un maillon, tu vois. D'accord, ok. De tout le processus. Ouais. C'est que tu sais pas ce qui s'est fait, t'as pas senti sortir, tu sais pas ce qui s'est passé, tu l'as pas entendu. Et d'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ça se fait après, bien sûr. Mon corps a tout de suite l'a attrapé, tu vois. Je l'ai tout de suite pris dans mes bras et je voulais pas le lâcher. Ah ouais. Et voilà, quoi. Ça a dû être tellement fort comme moment. Tu dis, enfin. C'est ouais, mais presque pas, parce que en fait, je me suis dit, on s'est tous les deux avec mon mec dit enfin quand on est arrivé à la maison. Ah ouais, ok. Ce moment, parce que à la maternité, c'est très bien ce qu'elles font, tu vois, elles prennent bien soin de toi et tout, mais on passe constamment toutes les heures, donc tu peux pas dormir, tu peux pas te reposer, tu peux pas profiter vraiment de ce qui se passe parce que on dit des trucs, on dit leur contraire, on dit tout ça. Et puis en plus, t'es dans une chambre. Alors moi, je m'étais vraiment mise dans un truc. J'avais l'impression d'être en croisière. Je me suis dit, je suis dans un hôtel en croisière. Je sais pas pourquoi. Dans une cabine de bateau. Et parce que je sais même pas comment je suis arrivée à la chambre. Ah ouais. Tu vois, donc t'avais besoin de te faire un peu une sorte de film pour accepter la situation. Ouais, clairement. Parce qu'en plus, quand tu te réveilles, que tu regardes la cicatrice que ça, du coup, je m'étais pas du tout renseignée sur les césariennes. C'est désagréable quand même. C'est comme, tu vois, Frankenstein avec son truc ici, c'est ça, quoi. Ça doit être impressionnant, ça aussi. C'est hyper impressionnant. C'est vraiment, c'est très laid. C'est très, tu découvres un nouveau corps, un bébé que t'as pas vu sortir. Tout est bouleversé. Actuellement, t'es heureuse. Oui. Vous êtes heureux. On est heureux, parce qu'après il y a eu des complications avec ma cicatrice aussi. Ça s'est rouvert, ça s'est infecté, ça c'est tout ça. Donc c'est pour ça aussi, je sais que ça te lâche pas, quoi. Non, ça me lâche pas. Tu te dis mais laissez-moi j'en ai marre d'avoir mal, en fait, j'en peux plus de souffrir. Juste laissez-moi profiter de mon enfant, de mon mec, qu'on profite de notre famille tous les trois. Stop. Tout ce que t'attendais depuis, tu me disais que depuis que t'avais 3 ans, en fait, t'avais envie d'être maman, tu le savais, et tu savais en plus que t'allais avoir un garçon. Ça c'est fou. Bizarrement, je pensais que c'était une fille au début, en fait, c'était un petit garçon. Ah, mais marrant. Mais après, je me suis dit, mais non, mais c'est logique, parce que depuis que j'ai 3 ans, je sais que c'est le but de ma vie d'avoir un petit garçon. Ah, c'est fou, ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Franchement, c'est tellement important. T'as détaillé tellement de choses aussi qui sont tabous.
autant sur l'arrêt de grossesse. Moi-même, je ne savais pas. Tu vois, j'ai 32 ans, je ne savais pas qu'il y avait toute cette douleur, tous ces risques. Ça concernait autant de femmes que sûrement des femmes de mon entourage. C'est sûr. On subit un arrêt de grossesse et ne l'ont pas dit parce que c'est tabou. Ouais. Mais ça, je peux te l'assurer. Le parcours PMA, je suis pas du tout informée. Je savais pas du tout que c'était comme ça et je pense que plein de personnes ne le sont pas non plus. Non, clairement pas. Tant que tu le vis pas, tu sais pas. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que ta parole, je pense, est très importante, autant pour des personnes qui vivent actuellement ce parcours de PMA ou qui vont le vivre ou qui l'ont vécu. Je pense que cette expérience, ce partage d'expérience, c'est essentiel. Franchement, on a besoin d'entendre ce genre de discours à parole ouverte parce que, franchement, c'est pas évident. J'ai ressenti que t'as revécu en fait toutes les émotions par lesquelles t'es passée. Encore merci d'en avoir parlé. C'est tellement important. Donc merci de me donner la parole. Que t'as envie de terminer, de conclure avec un mot de la fin, de dire quelque chose peut-être. Que toutes les personnes qui vivent ça, n'hésitez pas à en parler. Alors parlez-en à des personnes en qui vous savez que vous avez confiance, qui ne vous jugeront pas, parce que il y a ça aussi, beaucoup ne le font pas parce que il y en a qui disent non mais il faut que t'arrêtes d'y penser ou non mais je connais des gens, ils ont arrêté d'y penser, ils sont tombés enceintes. Oui, on s'en fout. Clairement on s'en fout et on peut pas arrêter d'y penser. C'est impossible. Donc n'hésitez pas à en parler. Les personnes qui reçoivent ces témoignages, n'hésitez pas à écouter. Vraiment, on a plus besoin d'une écoute que de conseils si ça ne vous concerne pas. D'accompagner sans juger. La PMA, c'est clairement quelque chose qu'on choisit pas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et même à suivre la chaîne du Feu au Cœur. Et si vous avez des choses à dire, vous aussi, que vous voulez participer à ce podcast, tout comme Audrey, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Le Feu au Cœur. Je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous.